Mesdames et messieurs, chers internautes, chers concitoyens, tout le plaisir est pour nous ce soir de vous accueillir dans notre 3e numéro de Face au panel, notre émission qui nous permet de recevoir chaque semaine des acteurs animant la vie sociopolitique et une émission au cours de laquelle nous échangeons sur l'actualité liée aux droits de l'homme. Donc ce soir, nous voulons entamer une série spéciale dédiée au bilan des 1 an de gestion de la crise coronavirus. Et nous commençons ce soir par une thématique qui nous intéresse tous, une thématique qui concerne les personnes les plus frappées par cette crise. Je parle bien évidemment des couches ou des groupes vulnérables. Et pour l'occasion, je reçois ce soir 2 personnalités qui sont reconnus comme des acteurs de terrain. Déjà à ma gauche, nous avons Madame Dédé Akpédje Messon, alias Dame, comme vous avez l'habitude de le dire. Vous êtes conseillère municipale au niveau de la commune Golfe 6. Vous êtes aussi présidente de l'association des femmes élues locales du Togo. Et si je dois ajouter un 3e titre, vous êtes aussi présidente de l'association Forum des mères célibataires. Madame, soyez la bienvenue. Et à ma droite, M. Kevin Fiachinou, qui est reconnu comme un défenseur des droits de l'homme, avec beaucoup d'années de militantisme dans les associations de défense des droits de l'homme, notamment l'Union chrétienne des jeunes gens. Mais aujourd'hui, nous vous recevons, M. Kevin, particulièrement comme directeur de ALSA International, qui est une organisation qui est très engagée sur les questions des enfants, plus particulièrement les enfants en situation de rue. M. Kevin, bonsoir. Bonsoir, M. Benjamin. C'est un plaisir donc pour moi de vous avoir, sachant que vous êtes des acteurs très engagés et très présents sur le terrain, pour discuter aujourd'hui de la thématique des 1 an de gestion de la crise sanitaire au Togo, bilan de la situation des droits des groupes vulnérables. Donc pour commencer, naturellement, ça fait 1 an et quelques semaines, pour dire, donc disons 13 mois. Nous étions le 1er avril, quand il y a eu effectivement cette adresse à la nation du chef de l'État, dans laquelle on voyait que nos autorités ont pris toute la mesure de l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes rentrés. Et il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, mais bref, nous avons constaté que nous sommes rentrés dans une aventure qui malheureusement n'est pas rentrée dans l'histoire puisqu'on continue toujours d'en parler. Mais ce soir, j'aimerais voulu savoir concrètement, madame, je vais commencer par vous, comment les personnes vulnérables, les enfants, les femmes auprès desquelles vous travaillez tous les jours, comment ces personnes-là ont vécu cette crise Covid-19? Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais quand même saluer ou jeter des fleurs à toutes ces organisations, surtout de femmes qui étaient sur le terrain tout au long de la gestion de Covid-19, ceux qui étaient près des jeunes, des enfants et surtout des femmes. Je voudrais quand même les dire merci pour tout ce qu'ils ont pu faire pour cette couche-là. Particulièrement, je dirais que je parle ici en tant que présidente de l'association des femmes élues, des femmes du Forum des mères célibataires, et qui s'occupent de l'éducation ou qui accompagnent ces mamans qui élèvent seuls leurs enfants. Et je vous dirais que pour cette couche particulièrement, c'était une période assez sensible et très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que parmi les mesures prises par le gouvernement, vous pouvez remarquer à un moment donné que dans les marchés, par exemple, pour les femmes commerçantes, elles étaient restreintes. Il y avait la fermeture plutôt des marchés, il y avait la mévente, mais malheureusement, ces mamans qui élèvent seuls les enfants et qui n'ont pas d'autres sources de revenus que ce qu'elles vont faire journalièrement. Vous avez compris que c'était vraiment une grande catastrophe. Et notre association, à un moment donné, on était... C'était pas du tout facile. Hein. C'est peut-être le cas aussi de ces dames qui font leurs activités la nuit et qui ont été obligées d'être terrées chez elles pendant le couvre-feu. Exactement. Donc, c'était une situation qui a vraiment secoué cette couche, les femmes et les enfants surtout. Plusieurs activités, plusieurs zones d'activité
ont été touchées, notamment les femmes revendeuses. Nous allons même voir les enseignantes, les femmes qui, à un moment donné, étaient obligées, parce que les mesures demandaient à ce que les écoles soient fermées. Et carrément, qu'est-ce qu'on a vu nos enfants dans la rue? Et ce qu'a aussi généré le fait que ces enfants-là, finalement, soient à la maison et que les parents, à cause de la gestion de cette crise, doivent peut-être partir plus tôt et doubler d'efforts pour avoir de quoi... Un minimum de ressources pour assurer. Pour la maison, c'est vrai que c'est vraiment difficile. Et bon, on ira et justement, nous parlerons effectivement des enfants. On a parlé des mamans, mais je vais me tourner vers vous, Monsieur Kevin, pour savoir justement, je crois que j'ai eu la chance d'écouter une de vos allocutions à une de nos activités. Et vous avez donné un chiffre qui, personnellement, m'a fait froid dans le dos sur la situation des enfants de rue que notre pays peut compter, enfin ceux qui peuvent compter. Et donc, comment concrètement ces enfants qui sont restés dans la rue alors qu'on demandait à tout le monde de rester à la maison, comment ces enfants se sont débrouillés? Merci beaucoup, M. Godwin. Madame vient de parler des femmes qui élèvent seules les enfants et vous voyez la description qu'elle avait faite. Imaginez les enfants qui n'ont même pas de maman et qui se retrouvent dans la rue et subitement, il y a une crise et on demande aux gens parfois de rentrer à la maison et tout ça. Pour celui qui n'a pas de maison, il fait quoi? La situation a été très, très, très difficile et inhumaine parce que les premières heures des couvre-feu au Togo, vous-même, vous avez vu sur les médias. Une recrudescence des violences policières. Et ça, ce que vous avez vu, c'est la face visible de l'iceberg. C'est ceux qui ont la voix qui peuvent se manifester. Les enfants dont nous prenons soin n'ont pas cette capacité de se manifester. Donc, nous avons dressé un rapport aussi aux autorités compétentes sur la situation. Je pense que ça aussi a permis de prendre certaines mesures. Mais pour vous dire, ça a été catastrophique. Tant pour les enfants en situation de rue dans les zones urbaines, mais aussi à l'intérieur du pays, c'était pas facile. C'est vrai qu'au début, on a entendu dire que c'est une maladie qui touchait essentiellement les personnes âgées. Et nous, les jeunes, on se croyait un peu plus costauds. Mais nous avons constaté que la maladie a frappé aussi les jeunes et surtout les enfants. Donc j'ai envie de demander, écoute, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est l'information de départ qui était fausse ou bien entre-temps la maladie a évolué comme aujourd'hui on l'assiste? Non, ce que vous devez comprendre, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est un nouveau virus dont même les scientifiques et les docteurs n'ont qu'une idée. Donc c'est le jour qu'ils découvrent les qualités, les caractéristiques de ce virus. Ça, c'est au niveau général. Maintenant, au niveau africain, il faut comprendre que c'est la première fois, ne serait-ce que pour le cas du Togo, que nous rentrons dans ce qu'on appelle une pandémie. On n'a jamais eu de situation d'urgence. On est allé dans une école dont on ne connaît ni les règles. Donc, c'était faussé d'avance. Donc, ça fait que beaucoup de fausses informations circulaient. Pas pour une mauvaise volonté, mais c'est dans cette obscurité. C'est parce qu'on naviguait à vue. Et fait que, voilà. Et les enfants, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que la maladie n'a pas les mêmes effets sur les enfants que chez les adultes. C'est vrai que les enfants aussi sont affectés, mais ils ont une capacité immunitaire beaucoup plus renforcée d'une manière ou d'une autre. Donc, les experts sont en train de voir pourquoi ça se fait. Mais les enfants qui développent des affections, bien des maladies, que ce soit héréditaires, pneumonie, eux, ils sont aussi plus exposés de la même manière que les adultes. Alors, écoutez, effectivement, au début de la crise, il y a eu plusieurs institutions internationales qui ont réagi. Et je vous propose peut-être d'analyser avec moi cette réflexion du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. À l'époque, on pourrait dire que c'est une prophétie qui s'est réalisée aussi, parce qu'il disait que la crise va aggraver les inégalités qui existent déjà. Elle va accentuer la faim, la malnutrition et la vulnérabilité face à la maladie. Et donc, dans ces réflexions, il a aussi souhaité vivement que les femmes soient mises à contribution pour faire face à la crise, c'est-à-dire qu'il faut renforcer les ressources des femmes parce que les femmes supportent effectivement, comme vous l'avez présenté, une bonne partie de la famille. Donc, le SG des Nations Unies a fait un certain nombre de recommandations pour que ces groupes vulnérables, justement, qui étaient au départ déjà défavorisés, que cette crise ne soit pas une occasion pour les enfoncer davantage. Pensez-vous que, de façon vraiment générale,
au niveau de la riposte qui a été organisée par le gouvernement, pensez-vous que les groupes vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants, ont été pris en compte dans la riposte? Parlant au niveau national, je pense qu'au début, comme l'a dit M. Kevin tout à l'heure, les mesures prises étaient à prime abord à la va-vite. Parce qu'on devait en toute urgence protéger toute une population. Donc on n'a plus eu le temps, eu le réflexe de savoir qui sera pénalisé par les décisions que nous étions en train de prendre. Et donc dans ces premiers temps, ces mesures n'ont pas vraiment été à la faveur des femmes, ni des enfants, ni des couches vulnérables. C'est après tout que lorsque les voix les plus autorisées ont commencé à quand même réveiller l'attention de nos dirigeants sur tout ce que nous, sur le terrain, nous arrivons à remarquer sur l'impact négatif que cette décision avait sur la vie de ces couches-là. Je pense que c'est partant de là qu'ils ont essayé de revoir un peu les décisions là pour que un temps soit peu ces femmes-là. Mais il y a eu par exemple le programme Novici et aujourd'hui j'ai fait un tour sur le site de Novici et j'ai vu que 899 104 femmes ont été globalement prises en charge par ce programme. Globalement, vous avez dit. Vous savez, au début, le programme Novici n'avait pas, toutes les femmes n'avaient pas accès, parce que autour de moi, je connais des femmes qui d'abord sont venues vers moi pour que je puisse les aider à remplir tout ça, qui n'ont pas été prises en compte par ce programme-là. Et personnellement, moi je dis quand même un grand merci au gouvernement parce que ce n'est pas d'abord facile de gérer une crise parce que nous ne sommes jamais passés par... nous n'avons jamais eu l'expérience là et c'est la toute première et je me dis, même s'ils ont eu à prendre des décisions et après ils sont même quand même revenus en arrière pour réviser ces décisions, je me dis que notre gouvernement a fait de son mieux et c'est de là où maintenant que nous, en tant que société civile, nous sommes arrivés en appui pour que, par exemple, ce programme Novici, qui n'a pas pris en compte toutes les couches, pour que nous puissions, à notre tour, apporter notre pierre à l'édifice. C'est ce que nous avons fait en étant sur le terrain, en voyant ce qui se passait dans les maisons, en venant en aide à ces personnes-là qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, une famille de 5 enfants, 5 personnes, par exemple, qui reçoit 6 250 pour une semaine. Dites-nous la vérité. D'abord, déjà la psychose, au début de cette pandémie, moi, personnellement, par exemple, vous êtes coiffeuse, je n'allais même plus au salon, je ne peux pas. Donc, imaginez, vous êtes coiffeuse, vous passez tout un mois sans qu'une seule personne ne vienne, parce qu'on craint que vous-même vous soyez infecté, on craint que ce que vous avez dans votre atelier peut nous infecter, vous voyez un peu, même si vous êtes restauratrice. On a peur de venir vers vous. Mais est-ce que quelque part, le fait que vous voyez, il y a eu plusieurs personnes mal intentionnées aussi qui ont fabriqué des noms, volé des numéros sur des listes électorales pour frauder. Est-ce que cela aussi n'a pas contribué à... Chaque fois, en tant que dirigeant, que nous avons à prendre des décisions, il faut déjà s'asseoir et calculer les contours de cette décision. Nous étions en période d'élection et ces numéros, ces noms étaient affichés sur des listes électorales. Il faudrait qu'on puisse avoir le réflexe que oui, si on n'arrive pas à vite enlever ces fiches-là, que d'autres personnes pourront utiliser ça. Vous voyez, c'est là où je dis, c'est vrai, aucun homme n'est parfait. Notre gouvernement pensait faire bien et faire mieux et aller rapidement. Parce qu'on a dit transfert monétaire, tout le monde se demandait comment ça va se faire. Donc, il faudrait qu'on puisse nous prouver la bonne volonté. On a dû commencer. Il y a toujours des brebis galeuses partout. Et quand bien même on déplore le fait que des personnes mal intentionnées ont pu ruser pour prendre l'identité d'autres personnes. Pour prendre ce qui leur est dû. Dieu merci que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons quand même pu, si nous ne sommes pas quand même arrivés à 100% à toucher les cibles, je pense qu'à 80%, les organisations de la société civile au Togo ont quand même, franchement, relevé le défi face à cette crise-là. Et nous allons parler, M. Kevin, du droit à l'éducation.
Déjà qu'il faut noter qu'avec les enfants en situation de rue, on ne sait pas s'ils ont véritablement droit, ils jouissent véritablement de ce droit à l'éducation. Mais il faut reconnaître que l'un des défis pour le gouvernement, c'était aussi de pouvoir permettre aux jeunes, aux enfants et aux jeunes de poursuivre leur éducation, leur apprentissage malgré la crise. Et nous avons vu qu'effectivement, il y a eu beaucoup de perturbations. Les enfants ont dû rester à la maison pendant un moment. Après, ils sont retournés à l'école. Et bon, finalement, le gouvernement a trouvé une formule pour sauver l'année, contrairement à d'autres pays comme le Kenya. Mais est-ce que ça ne fait pas partie quand même des choses qu'il faut louer dans la façon dont l'année académique a été gérée malgré la crise? Merci, M. Godwin. Mais permettez-moi de revenir un peu sur certains aspects que Madame a soulevés. Moi, par exemple, je peux vous dire aujourd'hui que les mesures prises, aucun enfant en situation de rue n'en bénéficie. Je dis bien aucun. C'est-à-dire que nous nous battons déjà pour le droit à l'identité de ces jeunes et enfants parce qu'ils n'ont pas de pièces. Comment est-ce qu'ils vont avoir droit à domicile? Il n'y a pas eu de programme adapté à ces groupes cibles. Quand je ne parle pas seulement des enfants en situation de rue, mais je pense également aux communautés qui sont à l'intérieur du pays, où je viens de rentrer récemment d'une enquête qu'on a fait pour justement voir quel est l'impact des mesures publiques prises sur les populations vulnérables. Ouais. Donc, c'est vrai, je le dis encore que nous sommes tous allés vers l'apprentissage avec cette crise. Mais ce qui avait manqué, tant soit fait, et qu'on n'a pas ensemble, parce que c'est une responsabilité partagée, c'est que les programmes comme Novici dont vous parlez devaient être des programmes décentralisés. Ouais. On a centralisé, l'État était resté encore dans ces sphères de la centralisation, ce qui a fait que tout ce que vous avez dit comme voilà, les fraudeurs, oui, il fallait décentraliser. Et pour moi même, je disais dans un temps, dans un autre interview que j'ai fait, que l'appui monétaire devait venir en seconde position. Parce que si vous regardez sur le marché, on avait donné de l'argent aux gens, au même moment les produits vivriers montaient le prix. Du coup, il y avait un décalage justement entre les politiques. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Mais ça aurait été bien de commencer peut-être par l'alimentation, c'est une chose. Mais au niveau des communes, aujourd'hui, on a les conseillers dans les mairies qui maîtrisent d'une manière ou d'une autre ceux qui sont dans leur ressort. Ça ne va pas être parfait, je le dis. Mais ça aurait pu démarrer là-bas et petit à petit, on monte. Donc, voilà. Mais on ne peut pas accuser le gouvernement tout de suite. Ils ont essayé, comme Madame l'a dit, aussi d'apporter un truc, mais il y a eu des groupes vulnérables qui ont été laissés pour compte. Et moi, j'étais tellement triste parce que, je vous le dis, au jour d'aujourd'hui, nous avons au moins minimum 4000 enfants jeunes qui sont dans la rue à Lomé. Je parle de Lomé tout seul. Mais si je rassemble tout le territoire Togo, nous sommes autour de 8000, 9000 qui sont là, qui sont des enfants qui végètent, qui ne savent pas où aller. Ils ne peuvent pas marcher, les marchés autour desquels ils circulent, font de petits boulots pour trouver ça. Les dames ne vendent plus, les bars sont fermés. Voilà, les bars sont fermés. Donc, ces jeunes, petit à petit, rentrent dans une forme de délinquance juvénile. Vous voyez, c'est pas volontaire, mais c'est forcé. Donc, ça fait que les organisations de la société civile, on s'est mobilisé. Mon organisation, on s'est vraiment battu pour qu'on puisse regrouper un certain nombre d'acteurs et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je voulais profiter de ce canal pour remercier l'UNICEF qui a vraiment compris l'enjeu et qui a su inviter le ministère de l'Action sociale à pouvoir se mobiliser pour qu'on puisse mettre en place un certain nombre de mécanismes. Maintenant, revenons sur la question de l'éducation. Et là encore, il y a des choses à dire. Mais au même moment aussi, il faut encore féliciter le gouvernement parce que ce n'était pas évident. Mais ce que je veux dire, vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller dans des conditions qu'ils n'ont jamais connues, avec des moyens limités. C'est comme si vous n'avez jamais nagé, on vous jette dans une piscine. Vous allez vous noyer. C'est ce qui s'est passé. C'est que les gens n'ont jamais eu la chance de savoir qu'on peut apprendre sur Internet. Le professeur peut ici. On nous a habitués à aller à l'école. Même dans le cadre de l'université, on a parlé de LMD. Et je crois que ça faisait aussi partie, la formation à distance faisait partie des recommandations, des recommandations que l'UNICEF et ses partenaires ont proposées pour pallier un temps soit peu. Il fallait mettre en place les moyens et on ne peut pas le faire comme on le fait en Europe. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas plaquer les choses qui se font en Europe directement. Nous on a d'autres réalités que les Européens n'ont pas. Je parle que de ce que la question de l'Internet. Voilà. Tu achètes des forfaits, appelle, tu tournes, on dit c'est fini. Mais c'est combien d'heures, combien de forfaits la personne va payer pour suivre. Et dans la maison, combien de maisons ont Internet? Voilà, on a essayé la télé. Moi, j'étais au Nord quand on parlait de la télé. Combien de personnes dans des familles au Nord
ont une télé. Et toutes les zones, toutes les localités ne sont pas électrifiées. Exactement. C'est une chose qu'il faut... Comment est-ce que vous voulez que les gens aillent à l'école comme ça? Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose, mais encore, nous pensons, en tout cas, cette expérience va servir de leçon pour la prochaine fois, qu'il faut maintenant renforcer cette décentralisation. Moi, je trouve que c'est là-bas où l'enjeu se trouve. C'est-à-dire que permettre aux communautés qui connaissent leur réalité de proposer des mesures qui s'adaptent à leur milieu. Parce que ce qu'on va proposer dans la commune de Baguida, ce n'est pas la même chose que le maire de Haro va proposer. Donc, et ça permettra de tenir compte des diversités et des particularités de chaque région. On peut le faire. Au nord, par exemple, je vous donne l'exemple d'un village près de Chichao là-bas. C'est des gens qui n'ont pas connu la crise de coronavirus en tant que maladie. Si vous suivez l'historique, le coronavirus est revenu ici au Togo par rapport au voyage international. Les gens qui revenaient, le Togo fait partie des derniers pays à fermer sa frontière. C'est ces personnes qui ont amené. Et ces personnes, la plupart, ne rentrent pas au village, au fond du village. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a des communautés, des villages. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, on me dit, mais quand vous parlez même de coronavirus, ils vous regardent bizarrement parce qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et ils ont raison parce qu'ils ne sont pas en contact. Pour aller là-bas, il faut avoir une bonne voiture pour pouvoir rouler jusqu'à aller dans cette communauté. Maintenant, quand vous suspendez les activités commerciales de ces personnes, vous leur dites qu'il y a un coronavirus qu'ils ne voient pas, ou quand vous suspendez l'école, alors que la dame... Pour les bouclages, qui empêchent de... Que l'enfant est à l'école, qu'elle puisse aller au champ, vous bloquez tout ça là. Ça ne s'adapte pas. Ce n'est pas adapté. Donc, il fallait réfléchir pour voir comment on fait en zone. C'est la même politique que la France a voulu tenir en faisant des confinements par département. Ils ont compris la chose qu'il fallait adapter des solutions. Donc, sur le plan éducatif, si je peux le dire, ça a été bien de suspendre l'école entre-temps, mais le danger n'était pas là. La première chose, c'était de fermer nos aéroports, de mieux recadrer ceux qui viennent de l'extérieur, parce que c'est eux qui ont amené le virus ici. Mais Dieu merci, le virus n'a pas eu la même chance qu'en Europe parce que les gens disent que les Chinois, ils ont été fidèles à leur tradition. Ils nous ont envoyé la mauvaise formule du virus. Écoutez, il y a aussi, toujours au niveau des Nations Unies, un rapport intéressant sur lequel nous sommes tombés. C'est le rapport de la rapporteure spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Et je pense que cette question doit vous intéresser particulièrement parce que dans nos récents échanges, j'ai cru comprendre que même au Togo, c'est un phénomène qui existe. Et quand on prend des villes comme Tchélié, c'est aussi la plaque tournante de ce genre de phénomène. Et le rapport de Madame Fatima Singaté insiste sur le fait que la crise a accentué effectivement ce phénomène d'exploitation sexuelle des enfants et des jeunes filles. Oui, il y a quelques jours, il y a eu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Justement. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'appels des personnes qui m'ont interpellé pour dire qu'est-ce que vous faites. Et ça me faisait sourire. Je dis, vous venez de voir qu'une seule petite partie de ce que nous voyons tous les jours. La sexualité a évolué d'une certaine manière bizarre dans notre pays. D'abord, au sein des groupes vulnérables même, parce que quand la crise est passée, je peux vous dire aujourd'hui que au sein de ces jeunes, il y a des adultes qui ont su mobiliser un peu de sous, qui violaient les plus jeunes afin de pouvoir leur donner à manger. Il y a eu ça. Nous avons eu des personnes des jeunes filles qui ont fui la maison à cause des violences, qui étaient obligées de retourner dans cette violence et qui ont été abusées sexuellement. Nous avons plein de cas qui sont revenus à nos niveaux. Et au-delà de ça, nous avons également des réseaux de prostitution qui se sont mis en place. Voilà, ils se sont mis en place, se sont renforcés. Et plus tard que l'année dernière, avant même que nous ne tombions dans le truc, il y avait un réseau de femmes à Aboué qui avaient loué des villas où ils recrutaient ces jeunes de la rue et les mettaient et les abusaient sexuellement. Donc, avec les forces de l'ordre, on a essayé de démanteler le réseau. Donc, ce phénomène, avec la crise où tout le monde est confiné, les violences se sont accentuées et les jeunes filles mères étaient les plus grandes victimes. Et peut-être les violences conjugales aussi, madame. Oui, de toute façon, cette crise n'a fait que donner plus de poids à tout ce que subissent les jeunes filles, les enfants. Vous savez, même chez nous, dans notre commune, il y a une maison, une villa, où des groupes cibles étaient là avec des petits-enfants de 15 ans, où on se donnait à la sexualité pas possible. Vous avez même pu remarquer la vidéo de nos enfants
quand les cours allaient reprendre, juste quand ils devaient juste préparer leurs Les examens. examens. Vous avez vu ce qui a circulé? Donc, ça prouve qu'il y a un laisser-aller. D'abord, moi, je ne colle pas ça directement au Covid-19 parce que je me dis que notre système éducatif a failli en ne mettant pas la socialité complète dans l'éducation de nos enfants. Mais ça, n'est-ce pas le rôle des papas et des mamans à la maison? Non, oui, c'est aussi le rôle des parents. Mais vous savez, il y a ceux qui sont là, qui ont reçu des formations pour savoir comment parler de la sexualité. Moi-même, en tant que maman, c'est vrai, je vous dis, c'est quand même, ça m'a pris assez pour que je puisse parler à ma fille de 14 ans de la sexualité, parce que je vois l'âge, en 14 ans en seconde, je vois tout ce qu'elle rencontre, et vous voyez un peu. Donc là, il y a déjà le système qui est en déphasage avec la réalité que les enfants vivent, et aussi avec les médias qui sont là, qui leur donnent l'opportunité de voir et de vouloir reproduire ce qu'ils sont en train de voir. Maintenant que la crise est arrivée et que les parents doivent partir et que la pauvreté maintenant a pris place et qu'il faut nourrir. Vous imaginez, on m'appelle hier nuit, dit une famille de 8 personnes, plus la maman. Le papa abandonne, va épouser une autre femme et la jeune fille en second de 16 ans est en train de se prostituer. Vous imaginez? Au nom de la pauvreté. On ne dira pas que c'est parce qu'il y a forcément la crise. Parce que cette chose, elle existait avant la crise. Et que la crise a été exacerbée. Oui, l'aubaine, la porte pour dire oui, maintenant allez-y. Parce qu'on va mettre ça au dos de la pauvreté, au dos du manque à gagner, vous voyez un peu. Donc je pense que c'est aussi l'occasion. Puisque au même moment où nos écoles étaient fermées, vous savez, aujourd'hui, le taux de grossesse... Actuellement, on est en train de parler, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes filles mères a carrément doublé. Parce que beaucoup de jeunes filles, parce que les parents doivent redoubler d'efforts pour avoir les moyens, parce qu'il y avait la crise, ces enfants étaient libres de vaquer à d'autres occupations, surtout au niveau sexuel, et d'autres personnes plus âgées, comme l'a dit, qui ont des moyens, profitent aussi de ces jeunes-là, qui se disent, ok, elle pas vanquer, au nom de 2000, au nom de 5000, on se permet de coucher avec un homme qu'on ne connaît pas. Vraiment, c'est déplorable. C'est vrai qu'on a parlé de ce que l'autorité a pu faire ou n'a pas pu faire. Et je rappelle que quoi qu'on dise, madame, vous êtes aussi élue municipale. Donc, quand on parle d'autorité, on parle de vous aussi. Mais nous allons aussi parler... Les décisions n'étaient pas décentralisées. C'est ça, c'est ça. Nous allons aussi parler quand même de ce que les acteurs de la société civile ont pu faire, puisque nous sommes en train de faire le bilan. Et au niveau de Asa International, c'est vrai qu'il y a eu une démarche que moi j'ai personnellement saluée, c'est le fait de former ces enfants-là à contribuer eux aussi à la lutte contre la crise. Et je crois, vous allez me corriger peut-être, mais il y a au moins 300 enfants qui ont été formés pour participer en tant que père éducateur dans la sensibilisation donc, contre ce virus. Alors concrètement, quelle a été cette initiative et quel était l'objet? Merci beaucoup, M. Godwin. L'objectif, c'était dans un premier temps de permettre à ces enfants jeunes de comprendre ce qui se passe. Parce que quand l'événement est arrivé, on en parlait sur les médias, on en parlait dans les journaux, mais l'enfant de la rue, il ne comprenait rien. Nous avons vu certains de nos enfants même qui attendaient à ce que vous jetez les masques et ils reprenaient ces masques-là, soit pour porter ou pour y aller vendre. Ils ne comprenaient pas. Donc il fallait trouver le moyen de leur expliquer, de leur faire comprendre la situation. Ça, c'était notre premier objectif. Et le second, c'est ces jeunes qui sont le plus souvent exclus, c'est de leur permettre aussi de participer à la lutte et de ne pas avoir des foyers silencieux au sein de la communauté. C'est dans ce cadre que nous avons formé ce que nous appelons les pères éducateurs pour qu'ils puissent être eux-mêmes capables de se transmettre les bonnes informations, qu'ils adoptent les mesures barrières, mais aussi qu'ils contribuent également à sensibiliser. C'est ça qui a aussi illustré les fresques que vous voyez un peu à peu près allumées. Voilà, c'est ces jeunes-là qui ont imaginé ces dessins pour sensibiliser la communauté avec des artistes pour l'en faire. Votre analyse de façon générale sur la contribution de la société civile à la riposte contre ce virus? J'étais très surpris, je le disais récemment avant de venir dans ce studio, que je suis triste que le gouvernement n'a pas encore appelé les organisations de la société civile pour les féliciter. Je vais vous dire que moi, je fais partie d'un panel africain
Et j'ai voyagé les 6 derniers mois dans plusieurs pays africains pour voir comment ça se passait. Voilà. Le Togo s'en sort miraculeusement très bien. Le Togo s'en sort. Et grâce aux organisations de la société civile, parce que l'État prend des initiatives. C'est ces organisations qui permettent aux gens de mieux comprendre, parce que tout le monde critique l'État. C'est nous qui partons derrière pour expliquer que non, ce que l'État fait, ce n'est pas contre eux. Il y a quelques jours, le ministère de l'Action sociale organisait un atelier avec les chefs traditionnels qui ne comprenaient rien à la situation. Donc, c'était à nous de leur expliquer que non, ce que l'État fait, c'est ça. Et c'est à nous de pallier les insuffisances de l'État. C'est notre rôle, on l'assume, mais on a besoin de soutien de l'État. Moi, j'étais très surpris que le chef de l'État n'a pas rassemblé ce truc-là pour dire merci, parce que, quoi qu'on dise, je vous le dis aujourd'hui, le Togo s'en sort en termes de nombre de contaminations ou de morts, on s'en sort bien, parce que beaucoup d'acteurs ont su mobiliser. Et souvent, le Togo est considéré comme un pays qui n'a pas de problème. Ça fait que les ressources sont très rares au sein des organisations de la société civile. Mais nous avons su mobiliser des ressources pour faire. Si tu vois le nombre de dispositifs de lavage des mains, des masques qu'on a fait, les gens ont cousu, c'est pas l'État qui a fait ça. Le message de sensibilisation qui a été diffusé partout, et tout le monde s'est mis et ensemble on a travaillé. Donc, je pense que c'est un travail à saluer. Et c'est vrai que la société civile, parfois, on a l'impression qu'ils sont divisés tous à la main. Grâce à Covid, moi, il y a des organisations que je ne connais pas. Avec la Covid, on s'est connus, on a travaillé main dans la main. Et voilà, donc je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Justement. Il y a un travail de base qui a été fait. Et il faut saluer cela. Il faut vraiment saluer tous ceux qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre. Et même, on est à Lomé, quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a eu des initiatives assez intéressantes qui ont été menées par des organisations. À la base, parfois certains n'ont même pas les moyens, mais ils ont trouvé, nous on a appelé des organisations qui ont transformé leur bureau en centre d'accueil, c'est leur bureau de travail, ils ont dû mobiliser, on doit accueillir les enfants, on doit accueillir des gens, les gens ont fait porte à porte pour récolter des nourritures, pour aider certaines personnes en besoin, donc c'est bon, je pense que en tout cas c'est un appel. Si le chef de l'État voit ça, la chance de tomber sur ça, il faut qu'il appelle ces organisations-là pour vraiment les féliciter. Ne serait-ce que pour leur dire merci. Voilà, pas pour donner l'argent, mais de les féliciter, parce que quand tu vas au Sénégal, où j'ai fait pratiquement 2 semaines à étudier un peu ce que les gens font, c'est pas le cas. De la Tanzanie où je reviens récemment, eux-mêmes là, les organisations civiles, comme l'État a dit qu'il n'y a pas Covid, ils étaient totalement à leurs occupations normales. Donc, ici au Togo, il n'y a pas une seule structure sérieuse, je parle de ceux qui sont sur le terrain, qui n'a pas de programme Covid en ce moment. Tout le monde. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Madame, c'est vrai que nous disons que, je l'ai dit en introduction, la crise, elle nous est tombée dessus, mais ça fait 1 an et on ne peut pas continuer de dire qu'elle nous est tombée dessus. Donc aujourd'hui, à 1 an de gestion de cette crise, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin, quelle est votre impression sur la façon dont la chose a été gérée et la façon dont elle est gérée aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer de dire que parce que nous sommes en train de faire face à une crise, on peut excuser que certains droits qu'on a évoqués tout à l'heure continuent d'être mis en veilleuse? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même revenir un peu sur le fait que les organisations de la société civile ont réellement travaillé. Je ne vous dirai pas. Nous savons ce par quoi nous sommes passés. Il y a nos comptes, il y a nos poches qui en ont souffert. Quand on n'a pas eu l'occasion d'avoir des partenaires devant nous, il faut mobiliser autour de soi, autour des amis, autour de la famille, pour aider d'autres personnes. Ce n'était pas quand même aisé, et il faudrait quand même que nos gouvernants puissent quand même reconnaître le travail que ces organisations-là cibles ont pu faire, parce que c'est vrai qu'il y avait un silence d'un côté, mais sur le terrain, on pouvait quand même remarquer que, bon, merci. Disons-nous la vérité, c'est vrai qu'au début, bon, je me rappelais que juste après le message du chef de l'État, j'avais fait un direct où je disais, j'avais remarqué qu'à un moment donné, il y avait un silence autour des ministres. J'avais compris qu'il y avait une grande peur. J'ai dit au président que oui, que je me portais volontaire pour occuper un poste, s'il faut travailler ou avoir quand même une voix pour aller vers la population et travailler. Aujourd'hui, je dirais Vous êtes satisfaite? D'une part, je suis satisfaite, de l'autre part, je ne le suis pas, parce qu'il y a les communes qui sont là aujourd'hui.
au lieu de centraliser toujours, de continuer à centraliser les actions qui, parfois, nous, au niveau des communes, nous ne sentons pas ces décisions. C'est vrai que quand les décisions sont prises là-bas, moi, je suis présidente du comité de riposte de ma commune. C'est vrai que je suis appelée à demander à ma commune de respecter les décisions. Mais parfois, il y a des décisions que je n'arrive pas à leur dire de respecter parce que je sens que ça va à l'encontre des droits humains. Ça, je me sens pas, j'ai pas la force là. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse ouvrir, je sais pas, le club des scientifiques, je pense. Le comité scientifique. Le comité scientifique, qu'on puisse quand même réaménager, voir qui est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, parce que et consulter peut-être davantage la société civile aussi avant la prise des décisions. Oui, et puis là réellement, il est temps maintenant que les décisions puissent être décentralisées, que nos maires soient associés à tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que nos réalités diffèrent d'un milieu à un autre. Et surtout, moi, personnellement, actuellement, je ne suis plus satisfaite. C'est vrai qu'au début, je me disais que c'était au début que ça se passait, mais si on doit continuer toujours dans la même foulée et donner des excuses, non, je ne le suis pas. Voilà, donc, je vais vous poser la même question, Monsieur Fiachenou. Si déjà 1 an de gestion de cette crise, on ne peut plus continuer de dire que nous sommes dans la réaction, quelle est selon vous, quelle est votre analyse de la façon dont les choses sont gérées aujourd'hui? Et si, par la même occasion, vous aviez l'opportunité d'être un décideur dans ce pays, quelles sont les idées que vous aurez injectées en termes de recommandations pour une meilleure riposte contre cette crise? Merci beaucoup, M. Godwin. D'entrée de jeu, je pense que il faut féliciter le comité de coordination de l'aide de riposte contre Covid. Mais au même moment, je pense que nous n'apprenons pas des erreurs qu'on a commises dans la première année. C'est ce qui est vraiment dommage. Déplorable. Voilà, on n'apprend pas et la population sent une déconnexion entre les décideurs et les réalités. Il faut que nous trouvions le moyen de casser ce lien-là. Et justement, l'idée moi je parle des comités de riposte communautaires. Il faut décentraliser ça. Et je pense que nous avons compris maintenant. Il faut que le comité scientifique se focalise sur les aspects scientifiques de la crise. Parce que moi, j'étais triste que pendant 1 année, les autres continents se battaient pour avoir leur vaccin. Et c'est l'Afrique seule qui n'a pas dit que j'ai un vaccin ou quelque chose. L'université de Lomé avait entamé des travaux. Et on en est où? Donc, le comité scientifique, pour moi, le comité scientifique devait se focaliser sur ça. Ils n'ont qu'à créer, en tout cas, nous devons créer des comités décentralisés de riposte qui va prendre en compte beaucoup d'acteurs. Les organisations de la société civile, les mairies, les conseillers municipaux, beaucoup de secteurs dans chaque communauté pour que quand les décisions sont prises, que les gens sentent qu'ils sont impliqués. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est. On sait que, voilà, il y a le virus, c'est contaminant, on sait tout. Aujourd'hui, il y a 80%. On sait qu'ils refusent de partir. On sait qu'ils refusent de partir. Et que nous savons que nous devons apprendre à vivre avec ce virus. Donc, il faut maintenant travailler sur des stratégies à long terme. On a dépassé l'étape pour moi à peu près de riposte. On doit peut-être encore dans la riposte. On doit attaquer. Si nous continuons à parler de riposte, on va avoir des problèmes. Maintenant, il faut attaquer, il faut aller de l'avant. Donc, moi, la première idée, c'était ça, c'est de décentraliser les comités de gestion ou bien les comités de prise en charge de cette Covid-là pour que les gens, à la base, puissent participer. Aussi. Mais également, aussi, il faut réfléchir comment nous incluons cette crise, les leçons apprises de cette crise à nos enfants dans les écoles. Parce qu'on va avoir encore une autre crise. Il va encore arriver. Comment est-ce que nous faisons les leçons? Il faut capitaliser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, tout le monde fait, mais on ne capitalise rien. Demain, ça va passer, on va oublier. Et on va encore dépenser des millions pour faire des choses. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer par capitaliser. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de mettre en place une stratégie de lutte ou bien de gestion des choses. Et justement, moi, je pense que le fait que la crise, nous avons eu des difficultés pour faire face à cette crise, c'est parce que nous avions des problèmes structurels. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé de la situation des enfants de rue. C'est parce que ces problèmes sont des problèmes qui existaient déjà. Et donc, ouais, une petite tempête peut effectivement faire tomber votre baraque. Nous avons des problèmes. La crise là n'a fait que enlever le voile sur les problèmes que nous avons. Confirmer. Les hôpitaux, nous n'en avons pas. Et aujourd'hui, nous courons parce que si jamais
nous connaissons une situation où il y a ne serait-ce que 100 personnes qui ont besoin d'appareils respiratoires. C'est fini, on est mort. C'est parce qu'on ne peut pas arriver là-bas. On n'a pas cette capacité. Donc aujourd'hui, même au niveau des CMS, de tout ça là, il faut laisser aux communes d'organiser pour que les communes puissent disposer des centres où il y a des lits pour accueillir les gens. On ne peut plus continuer par parler de CHU. Moi, chaque fois quand j'entends ça, mon cœur saute parce que c'est démodé. Nous devons aller. Aujourd'hui, tu vas dans des villes, les villes ont leur centre hospitalier bien équipé, et ça permet également aux mairies, aux communes d'aller vers des partenariats stratégiques pour renforcer. Et ça fait une compétition assez intéressante. Mais tu vas là-bas, les gens, si c'est pas pour faire décret pour aller cotiser ou pour ramasser des choses, on ne va rien venir. Et ça, après les mandats, on va voir que les communes, ça n'a servi à rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de la marge de manœuvre, il n'y a pas d'apprentissage. Et vous allez voir que les maires, à la fin de leur mandat, on va encore venir à l'élection, ils n'auront pas de bilan présenté. On mettra ça sur Covid. On mettra ça sur Covid, on va dire que Covid a fait. Alors que le Covid était l'occasion. Une opportunité. Voilà, une opportunité de dire, la commune de Baguida, est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre en place un centre qui permet, s'il y a un problème sur la population de Baguida, on s'occupe de là-bas. Même si on va envoyer les renforts, on va s'occuper des gens. Moi, j'ai vu, à Anéro, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé parce qu'il y a eu des jeunes qui ont eu Covid, on les a ramassés, on les a mis là-bas. Ils viennent des villages environnants comme à Klakou, à l'État, tout ça là. Quand on les a mis en quarantaine, après un matin, on leur a dit que c'est bon, partez. Et les jeunes là étaient en train de marcher à pied pour aller dans leur village, dans l'insécurité la nuit. Moi, j'ai été appelé par les gens qui disent est-ce qu'on ne peut pas aider ces jeunes-là? C'est quoi ça? Parce que celui qui décide, il est loin, il ne voit pas toutes ces choses-là. Ouais, donc, il faut aller au-delà. Et nous sommes là, la société civile est là pour accompagner les autorités. Et on le fait avec beaucoup de volonté. Nous, on ne fait pas la politique. On n'a rien à voir avec la politique. Comment faire en sorte que les populations à la base puissent au moins trouver le minimum, une tranquillité. Sinon, porter des masques, respecter les mesures barrières, la distanciation, c'est rien du tout. Quand tu te vas manger, quand tu es à l'aise, quand tu sais que tu peux aller, tu vas le faire. Et nous, pour porter des masques, aujourd'hui, c'est devenu le même style. Mais il y a des gens encore aujourd'hui, ils ne savent même pas où trouver les masques pour porter. Vous voyez, donc tout dépend de comment nous voyons la situation et comment nous l'abordons. Et comment nous anticipons justement aussi. Il ne faut plus être dans la riposte. Il faut attaquer. Votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est d'abord de dire merci à mes collaborateurs. J'ai eu plusieurs collaborateurs dans cette lutte qui ont été affectés par le virus. Parce qu'ils devaient être sur le terrain. Vraiment, je tenais à les remercier pour ce sacrifice-là. Heureusement, je n'ai pas eu perte de vie humaine, donc je rends grâce à Dieu. Je voulais vous remercier à vous aussi pour l'opportunité et à ma soeur, avec laquelle j'ai l'habitude de me rencontrer maintenant pour tout ce que nous faisons. Et c'est ensemble qu'on peut mener. Il n'y a pas d'organisation super puissante quelque part. Nous devons travailler en synergie. Donc, merci aussi au CFDH qui a pris cette initiative qui nous permet de nous retrouver et d'échanger sur un certain nombre de sujets. Madame. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Je vais quand même dire merci. Merci à Dieu pour la vie de toutes ces femmes-là qui ont dû subir le coup, les chocs de cette maladie, quand bien même. Ce que moi j'aimerais dire comme mot de fin, c'est toujours accompagner les femmes si nous pouvons, surtout l'autonomisation de la femme. C'est vraiment important aujourd'hui que cette crise nous donne des leçons pour comprendre que l'homme seul ne pourra pas subvenir aux besoins de la famille et qu'il faille renforcer la capacité économique des femmes là pour que les femmes aussi puissent relever. Surtout que les leçons apprises de cette pandémie-là, que nous puissions les mettre réellement en application. J'aimerais quand même dire merci au leadership féminin qui a pris quand même de l'envol au cours de cette période où les jeunes filles, les jeunes femmes ont compris qu'il faut être sur le front, que la femme doit être face et que la femme doit être porteur de messages pour faire barrière à cette pandémie, même à la maison, autour de nous. Merci. Et surtout, dire merci à nos gouvernants, même si on dit que des mesures prises ont à un moment donné sont discutables. Les droits humains, nous disons quand même merci parce qu'aujourd'hui, grâce à ces mesures parfois draconiennes, ont permis à ce que le pays soit quand même
les cas soient maîtrisés dans nos pays. Et maintenant, j'appelle à la population quand même à faire preuve de respect de l'autorité, de respect des mesures, que ceux qui continuent à dire que la maladie n'existe pas et que cette maladie elle est politique, je pense que ce temps est démodé et que nous puissions ensemble, merci à la société civile, que nous puissions ensemble continuer la lutte et que jusqu'à la fin de 2021, que nous ne parlons plus de Covid-19. Merci à nos invités, M. Fiachinou Kevin de ALSA International et Madame Dame, comme on a l'habitude de le dire, Dédé Akpeje Messan. Merci d'avoir pu passer ce temps avec nous. Nous voulons vraiment mettre fin à l'émission de ce jour en notant que la crise, elle n'est pas terminée. Nous devons apprendre à vivre avec cette crise. Nous devons anticiper, nous devons prendre des mesures et ça la crise ne doit pas servir d'excuse pour bafouer, pour piétiner les droits de l'homme, en particulier ceux des groupes vulnérables. Pour le face au panel de ce jour, moi je vous dis qu'on s'arrête ici, mais je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro justement pour parler de la façon dont les droits civils et politiques ont été gérés durant cette crise. Je voulais donc terminer en disant merci à nos partenaires financiers OSIWA qui nous appuient pour l'organisation de ces activités, mais remercier aussi tous les membres du Panel Watch qui, en raison de la crise, ne sont pas tous ici représentés, mais nous continuons quand même pas à exercer nos activités malgré les restrictions. Merci à toutes et bonne soirée chez vous. Merci.